Merci beaucoup de vous être déplacé en si grand nombre. Premier séminaire du pôle santé pour l'année 2020. Donc, on est très heureux et honoré d'accueillir M. Yvan Gendron, qui va donc ouvrir l'année en beauté. Donc, pour le présenter rapidement, bon, j'ai tout écrit parce qu'il y avait beaucoup de détails. Je ne voulais pas oublier quoi que ce soit. Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, M. Gendron compte plus de 36 années d'expérience en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux. Depuis 2015, il est PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Auparavant, M. Gendron a été directeur général associé et directeur adjoint au CHUM, PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, ainsi que directeur général de l'hôpital Charles-Lemoine et du Centre de santé et des services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville. Il a été également vice-président de la firme de consultants Expertise 35. 3S, excusez, c'est l'âge probablement, ainsi que conseiller en services de santé pour la firme Medical Care Development International. Donc, je pense que l'objet de son allocution regarde les grands enjeux du système de santé et des services sociaux au Québec aujourd'hui. Et je pense qu'il va aussi nous parler un peu de ce qui a été réalisé au cours de la dernière année et demie, je dirais, grosso modo. Donc, en passant, il y a 500-600 personnes en web diffusion qui nous suivent présentement. Donc, les gens qui vont des questions à poser, on va devoir vous donner le micro pour que l'ensemble des individus sur le web puissent entendre vos questions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Yvan Gendron et je le remercie encore une fois de sa présence au sein d'HEC Montréal. Merci. Bien, merci. Donc, puisqu'on est autour de 800 en présence web diffusion, on a pour jusqu'à au moins dimanche soir. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts vos agendas parce que je sais que vous êtes tous très occupés. Donc, j'ai mis mon téléphone de côté, j'ai averti, etc. Mais ça bouge pas mal dans l'actualité et dans les différents dossiers, là. Donc, merci d'être présent, soit en web diffusion ou en présence, parce que je sais que l'ensemble de vos tâches là, sont fort importantes là, à différents niveaux. Merci au niveau des étudiants et autres, parce que si on a un devoir, c'est de constamment assurer la relève, constamment transmettre nos connaissances et constamment, surtout, apprendre. OK? Fait que moi, à chaque fois que j'accepte un projet, un dossier ou une histoire, etc., je me dis toujours, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, il y a des opportunités à relever. Donc, dans ce sens-là, quand j'ai accepté le poste de sous-ministre, je me suis dit, OK, je peux contribuer avec mon expérience, mon vécu, ma façon de faire aussi, pour m'assurer que comment on peut faire peut-être des choses différemment. Nous, au gouvernement aussi, qui amène une lecture, une façon, un engagement différent, avec des choses bien précises à réaliser. Dans mon poste précédent, où j'avais été nommé PDG du CIUS de l'Est de Montréal, les acronymes, je dirais la douce et lente réforme que nous avons vécue, à peu près, là. Mais la première semaine où j'ai été nommé, tout le monde était mélangé, savoir, bon, l'acronyme, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, je suis allé dans une fondation au niveau de la FIC pour un peu souligner, faire de la reconnaissance et autres. On m'avait présenté comme le PDG de la cuisse de l'Est de Montréal. Donc, déjà, ça partait à mal, tu sais, c'était un peu embêtant. Fait que donc, comment on se définit à travers nos missions, c'est toujours l'enjeu, à recommencer tout le temps. Au début des CIUS et des CIS, c'était des CRISSS, je ne dirais pas comment on le dit, là, mais c'est un peu embêtant, faire la représentation, puis s'assurer qu'on est toujours pertinent dans nos actions et non dans notre technocratie, bureaucratie et autres. Donc, il y a des enjeux importants. Je vais faire des parallèles par rapport à ça, mais d'abord et avant tout, là, prenons sur le sens de l'engagement, comment on peut faire. C'est pour ça qu'on doit, dans le fond, œuvrer, participer, puis, dans le fond, apprendre. Donc, parmi, bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux. Hein? Ceux qui pensent que j'en oublie, je ne les oublie pas. On en parlera tantôt, mais évidemment, je vais aller sur certains éléments comme tels, puis un peu vous exposer un peu dans quoi on est depuis 1 an et demi. Je dirais peut-être plutôt 2 ans et demi, parce qu'au nombre d'heures que je fais, entre autres avec l'équipe, c'est plus ce temps-là qu'on met de l'avant. Et retenez que dans toute situation, il faut toujours avoir plusieurs plans et surtout un plan B. OK? Donc, à cette initiative-là, il faut toujours savoir là, comment on peut s'organiser pour être certain de rester le plus en équilibre possible avec ce que nous avons à faire, puis aussi de capter, mettons, l'ensemble des besoins. Donc, évidemment, la réforme du réseau, là, avec la loi modifiant la gouvernance en 2015, ça a amené beaucoup de changements. OK? Beaucoup de changements. Ça amène un changement d'abord et avant tout, oui, au niveau de la clientèle, mais comme je le disais, lors de la réforme 2015 et celle de 2004 que j'ai vécue précédemment, on pense que le changement est beaucoup clinique au départ, là, mais il est beaucoup plus ressources humaines,
finances. OK? C'est vraiment là-dessus. Mais ressources humaines de façon particulière. OK? Comment on peut se rejoindre, comment on peut capter les besoins, les situations, les enjeux de nos gens qui travaillent auprès de la population et autres, là, quand on fait lever ou on fait quitter aussi beaucoup de cadres et autres comme tel. Il y a beaucoup de cadres qui doivent prendre une nouvelle fonction qui est beaucoup plus large, beaucoup plus transversale. Hein. On est passé de 182 établissements à 34. Il y a un enjeu important là-dedans. Donc, il y a un effort, il y a des opportunités. Il faut regarder les opportunités, il faut regarder le cap, mais il y a des enjeux quand même fort importants là-dedans, suite à l'abolition de nombreux établissements ainsi que les agences. Donc, une évolution rapide des besoins et des attentes de la population, ça, c'est le message que la misère, des fois, à capter, c'est jamais stable. Si on pense que c'est stable, là, on n'arrivera pas. Parce que les solutions d'aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour les solutions de demain. Donc, il faut savoir évoluer. Il faut se donner aussi la chance de s'ajuster. Moi, je n'ai pas ça le droit à l'erreur. On prend des décisions, mais il faut être capable de dire, ça se peut que je dois m'ajuster, parce que la bonne décision du moment, c'était celle-là pour un compte X, mais on doit évoluer. Donc, il faut se donner ce droit-là à l'ajustement. Okay? Puis malheureusement, il faut en prendre des décisions. Il faut bouger. Moi, quand on vient me voir avec certaines zones de difficulté, des enjeux et autres comme tel, souvent on vient me voir, puis qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu devrais faire, puis tous ceux qui ont des postes de direction, etc., on nous arrive généralement avec le problème, rarement avec la solution. Okay? Moi, ce que je dis, bien, amenez-moi des pistes, des scénarios, parce que si vous m'amenez ça, je vais être obligé de prendre une décision. Bien, les ministres, c'est la même chose. Obligé de prendre une décision d'orientation, ça se peut que ça ne plaît pas. Donc, arrangeons-nous ensemble qu'on puisse faire une différence, d'apporter les bons arguments, puis prendre des décisions responsables qui risquent d'évoluer, bien sûr. Donc, évidemment, changement démographique, vieillissement de la population, c'est un enjeu qui nous interpelle de façon importante, là, très importante, pour les 10 prochaines années, du moins en termes de volume, puis après ça, purement au niveau du vieillissement, là, en termes d'âge et non nécessairement de volume, selon la démarche, ou plutôt la courbe démographique. Donc, disponibilité et rétention de la main-d'œuvre, c'est l'enjeu principal. Ce n'est pas l'argent le principal problème. On peut bien beau dire qu'il faut investir là, il faut investir là. Oui, dans certains secteurs, il faut avoir certaines priorités, bien sûr, là. Mais en ce moment, c'est la capacité d'aller chercher la ressource, de la former, de la retenir. Donc, ensemble, on a un devoir, puis ça va à tous les âges, à tous les niveaux. Partout où j'ai été, peu importe l'âge, je me suis toujours dit, il faut que je m'assure d'apprendre, il faut que je m'assure de transmettre aussi. Donc, on a toujours une zone d'apprentissage partagée dans ce sens-là. Donc, la rétention de la main-d'œuvre, c'est un enjeu fort important. Contrôle des dépenses de l'État. On est dans une autre étape depuis à peu près 2 ans là, en termes de disponibilité, mais évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir une logique de pérennisation, une logique de pertinence, de cohérence dans l'utilisation des fonds au bénéfice de la clientèle. On ne peut pas travailler en silo, donc c'est un enjeu important dans le contexte actuel, qui était présent, mais qui l'est encore plus important. Organisation des services dans un contexte de progrès technologique, d'intégration, il faut en même temps progresser. Il faut en même temps rester là, sur la courbe là, dans laquelle on peut faire avancer, faire différent et pas attendre que tout le monde soit prêt naturellement à bouger. C'est un défi, ça. Là. Okay? On ne peut pas tout être égal, mais on peut avancer, on peut profiter de ça. Okay? Donc, il y a un enjeu dans le contexte actuel par rapport à ça. Je pense juste, dans le fond, au niveau des technologies, mettons, au niveau pharmaceutique. Là. Tous les biosimilaires, les nouveaux produits qui arrivent, là, on entend souvent parler, etc. Il y a un enjeu important dans l'utilisation. Pour quel moment, à quel endroit, pour quel patient, dans quelles conditions. Ça, là, on a vraiment là, un mur dans ce sens-là. Bénéfique pour la population, mais comment qu'on l'entreprend, comment qu'on l'utilise, comment qu'on donne accès, c'est l'enjeu. Conjugué et concilier, priorité de 3 ministres. Roger Paquette, il m'avait dit, Yvan, un ancien sous-ministre, il dit, Yvan, j'ai vécu une zone vraiment d'enjeux fort important il y a plusieurs années. Il y avait 3 ministres. Lui, ça a duré 6 mois. Moi, c'est depuis déjà 15 mois. Fait que j'ai battu Roger là-dessus. Mais c'est un enjeu parce qu'ils ont chacun leurs priorités et leurs besoins, ils sont là pour la bonne cause. Là, okay? Ça, c'est l'organigramme. Je ne vous le lirai pas, bien sûr, là, mais il était plus gros que ça avant que j'arrive. Okay? J'ai réduit l'organisation de l'organigramme pour me coller plus aux organisations, pour faire un sens là, des demandes des différents gestionnaires, les différents médecins, les administratifs et autres comme tels, pour qu'on puisse donner aussi un sens dans l'action, de rester dans l'engagement puis dans le résultat. Pas facile, évidemment, là, parce que ça amène, je dirais, une recherche là, de sens de collaboration, où on se situe en fonction de responsabilité. Puis dans toute organisation, quelle qu'elle soit, vous en avez, il y a un peu de compétition, il y a un peu de je retiens, c'est moi qui vais décider. Fait que c'est sûr qu'il y a ces éléments-là. Et dans notre cas, avec 3 ministres, bien sûr, ils ont des responsabilités qui sont différentes. Mais en même temps, il y a beaucoup de chevauchement. Okay? Un de mes grands, je dirais, de mes pas priorité, mais un engagement que je dois faire, m'assurer, c'est toujours garder le cap là-dessus, puis s'assurer de la cohérence. Donc, moi, je joue beaucoup au chef de cabinet entre les 3 ministres. Peu importe, mettons, l'intensité que chacun des chefs de cabinet font, il peut se réduire auprès de leur ministre, mais moi, j'ai un enjeu de cohérence. Là. Okay? Fait que ça, c'est perpétuel, je vais revenir là-dessus plus tard. Donc,
l'organisation du ministère de la Santé, quand on regarde les cases blanches, je sais que ce n'est pas visible facilement, c'est plus les organisations, mettons, comme la RAMQ, comme l'INES, avec Luc Boileau, que je salue, je pense qu'il est dans Web Diffusion. Luc, j'ai battu ton audition de la dernière fois, donc il y a plus de moi dans la mienne. Mais quand j'étais avec Luc Boileau, à quelques occasions, c'est un bon ami à moi, Luc, j'ai été pendant une période de 2 ans directeur général exécutif de l'Agence de la Montérégie. J'étais son directeur général exécuté. Bon, ça, c'est le style de Luc, là, mais on a eu une belle collaboration. On s'est changé de position, puis là, on se revoit maintenant dans ce sens. Donc, les organisations d'en haut sont sous la ministre de la Santé et des Services sociaux. Mais moi, j'ai beaucoup d'interrelations avec eux, bien sûr, parce qu'on a des actions communes, que ce soit la RAMQ, l'INES, on parle de l'évolution des technologies, etc. Donc, on doit s'assurer qu'on est au diapason parce qu'on a des avis à donner. Tantôt clinique, tantôt technologique, tantôt IMO, tantôt organisation de soins de service, de tout type. Puis en bas, bien, on avait 14 sous-ministres adjoints, maintenant il y en a 10 en ce moment. Puis il y a des variances là, qui se produisent. Donc, quelques données. 31 mars 2018, il y avait 1042 employés du côté du ministère, puis 1752 nouveaux de la RAMQ. Okay? Mais c'est 275 000 employés que l'ensemble du réseau. Okay? Puis là, on entreprend la grande démarche de convention collective, des négociations. Là, cette fois-ci, on n'a pas de mouvement commun des différentes accréditations syndicales. Okay? On verra comment ça va évoluer. Okay? Moi, comme sous-ministre et les ministres, on a des enjeux en ce moment de savoir toujours quelles sont les responsabilités qui nous appartiennent, nous, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, versus celles du Conseil du Trésor. C'est un peu normal, OK? Versus ce qui est donné comme budget, ce qui est donné comme potentiel de réalisation. Donc, il faut trouver la façon de faire évoluer. Puis là, il faut tenir compte des engagements. Des bénéficiaires. OK? De certains contextes qui ont été faits. Puis jusqu'à date, le gouvernement a toujours réalisé, pas 100 mais à un grand niveau, l'ensemble de ses promesses électorales. Fait qu'on est là-dedans, nous, dans dire comment on peut s'assurer de réaliser l'atteinte des objectifs électoralistes, gouvernementaux et autres comme tels, mais en gardant notre intelligence, puis notre capacité de dire c'est bien, mais on devrait le faire d'une telle façon. Donc, ça, on a besoin de tous ensemble. OK? Donc, moi, un de mes rôles avec mes équipes, c'est de m'assurer qu'on soit toujours au diapason avec les établissements, pendant que ça roule très vite dans les établissements. C'est un enjeu d'appropriation, OK, puis de capter. Et là-dessus, on a des échecs, on a des succès, puis on a des situations dans lesquelles on doit s'ajuster. Fait que donc, avec les 3 ministres avec des responsabilités qui sont tantôt différentes, avec le Dr Carman pour la question de la jeunesse, OK, déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, pour prendre ces grands éléments-là avec la question jeunesse, je vais revenir là-dessus. Madame Blais, bien sûr, avec tout ce qui touche aux aînés, puis là, on se prépare à déposer une loi sur les proches aidants. Loi proche aidant qui va être la loi la plus avancée internationalement. Okay? Donc, on fait vraiment un pas en avant pour soutenir justement toutes les personnes proches aidantes. Et là, il faut définir, bien sûr, les balises de qu'est-ce qu'une personne proche aidante. Pour quelles circonstances. Comment on peut l'aider, comment on peut la soutenir. Okay? Dr Carman, j'ai oublié, puis je vais revenir dans un projet comme tel, mais les gens sont venus, Mme Blais, Dr Carman, particulièrement ces deux-là, en fonction d'un désir de contribuer dans des zones très précises. Okay? Mme McCann, c'est de façon plus large. Elle est là, dans le fond, tout l'ensemble des autres secteurs, bien sûr, là, la santé et les services sociaux, mais je voulais préciser pour les secteurs de... Donc, 31 000 professionnels qui ont reçu une rémunération de la RAMQ, 9 200 médecins nutritiens, puis plus de 10 000 au niveau des spécialistes. C'est un réseau qui est en évolution, qui a des enjeux, puis il ne faut jamais le voir de façon statique. Quand on fait des constructions en IMO, on pense en 2036 maintenant, en fonction des statistiques canadiennes, mais au niveau clinique, il faut penser à la même chose. Une fois qu'il est écrit, là, c'est parce que souvent il est dépassé en termes de l'évolution des besoins, de la réponse aux besoins, il faut le penser plus tard. Puis ce n'est pas toujours évident parce qu'on est vraiment en mouvance. Puis depuis quelques années, on sent beaucoup une interrelation, mettons, interdisciplinaire, pour différentes raisons. Des fois, on en a trop, il faut changer, on accepte de changer, on accepte de collaborer, de céder des champs d'expertise, de spécialistes. Pharmaciens aussi vers les IPS, donc infirmières praticiennes spécialisées. Donc, ça amène une mouvance. Bien, je pense qu'il faut saisir ça. OK? Il faut saisir ça d'emblée. Donc, améliorer l'accès aux soins et services en santé et services sociaux, première ligne, services de soutien à domicile, ensemble d'hébergement, c'est beaucoup, beaucoup la mission pour laquelle Mme Blais, oui, mais surtout Mme McCann est venue. OK? Le discours, c'est tout le temps ça. Vous entendez parler des cliniques hivernales. OK? Je leur ai promis que pour les prochaines encore la période hivernale, ça va toujours être à cette période-là, là, parce qu'on dit ça peut-tu baisser à un moment donné? Bien, c'est parce qu'on est là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'avec le vieillissement de la population, c'est 65 000 personnes de 65 ans qu'on a chaque année. De plus.
OK? Donc, l'impact démographique avec l'intensité de soins aux personnes âgées ou aux personnes avec des problèmes chroniques, âgées ou moins âgées, peu importe, là, ça a quand même une influence, je dirais pas relative, mais vraiment marquée sur notre offre de service. Donc, quand on vient pour ouvrir des cliniques hivernales, l'année passée, on avait pour 10 000 heures, on en a pour 22 000 cette année, mais on ne suffit pas là. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Peu importe, c'est un moyen qui va tendre vers d'autres choses, vers une évolution quelconque dans laquelle on négocie, entre autres, avec la FMOQ, par exemple. Okay? Mais comment on s'associe avec nos partenaires, moi comme ex-PDG d'un CIUS, comme mes collègues, etc., qui y en a plusieurs qui sont ici, que je salue, là, c'est comment on s'associe avec nos collègues qui sont propriétaires de cliniques dans justement l'acceptabilité, la réception de cette clientèle-là pour s'assurer que la personne va à la bonne place au bon moment. Okay? Il y a des changements qui s'effectuent en ce moment, mais il faut aller plus loin là-dessus. La mécane, du côté des soins de service avec cette proximité beaucoup là-dessus. Assurer l'hébergement de qualité aux personnes âgées, aux adultes dont la condition le requiert. Donc, s'assurer que la personne est au bon endroit. OK? Le développement autour des maisons des aînés. OK? Je vais y revenir tantôt là-dessus. Réduire les listes d'attente dans les urgences. Bon, je pense que c'est un classique, ça. Je n'ai pas besoin de vous expliquer là-dessus. Là. Mais je suis prêt à accueillir de Michel Clair, par exemple, toute solution appropriée et cohérente, efficace maintenant. Michel? Non? OK. Je vais laisser le temps de réfléchir. Donc, améliorer l'accès aux services médicaux spécialisés, chirurgie, imagerie médicale, services, soins, cancérologie. Bien, il y a des avancées là, avec les centres de répartition là, de demande de services spécialisés. On évolue là-dedans, on essaie de créer une équité au niveau de l'offre de services. Ça fait partie des enjeux sur lesquels on est beaucoup actifs et avec, bien sûr, les applications informatiques pour soutenir les différentes démarches. Améliorer l'accès des services aux jeunes en difficulté à leur famille. C'est l'enjeu de l'année, bien, c'est toujours l'enjeu, là, mais on met un accent particulier, bien sûr, avec la commission Laurent. Okay? Donc, Régine Laurent qui a accepté ce dossier-là. Moi, j'ai averti mes gens, c'est tellement important, il faut bien s'en occuper. C'est à recevoir ce qui va ressortir de toutes ces discussions-là, de tous ces échanges-là. OK? Puis, c'est normal. Les gens travaillent de façon, avec leur cœur, leur énergie, leur temps, et même plus que leur temps, à œuvrer auprès de cette clientèle-là, que ce soit les enfants, les proches, les parents adoptifs, etc., ou les familles d'accueil, c'est un enjeu de tous les instants. En ce moment, on vit une situation dans laquelle tout ressort, OK? Mais ce qu'on entend, bien sûr, c'est des événements difficiles, éprouvants, etc., puis dramatiques dans plusieurs exemples. Mais il y a 95-98% des services sont offerts avec un succès là, vraiment à souligner et autres comme tel. Donc, il faut maintenir le cap. Donc, tous les dirigeants, les intervenants, moi je salue les intervenants dans le milieu, là, sur le terrain, parce que ce n'est pas un travail facile, c'est une vocation. Là. Comment on peut être au bon moment, de la bonne façon, en sachant tout, c'est impossible. Ça, il faut travailler en partenariat avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient le CPE, là, hein, les garderies, que ce soit les écoles, que ce soit les différents milieux où sont les enfants. Là. Donc, des stratégies, il faut évoluer là-dedans. C'est un enjeu fort important. Légaliser, encadrer l'usage cannabis. Je n'ai rien senti en rentrant, donc ça se passe à l'extérieur. Là. Mais avant que la loi passe, ça en passe à l'université, mais peu importe. Là, fait qu'on est là-dedans, justement, dans l'appropriation justement de cette législation-là, de cet usage-là. Puis on va voir qu'il faut se donner justement ces ajustements-là. Là, OK? Il faut que ça se fasse au bon niveau parce que naturellement, sinon ça pourrait déraper. Assurer une gestion rigoureuse du financement du réseau, bien, je pense un peu un standard. La question du virage numérique, la gouvernance des projets d'informatisation. Au début de novembre, j'ai mis un moratoire là, qui était depuis 10-12 ans, n'est-ce pas, François? 10-12 ans, facile. Parce qu'à un moment donné, il y avait des dossiers priorisés par le gouvernement, correct, qu'il fallait mettre soit de l'énergie, soit de l'argent et autres. Mais là, à un moment donné, il faut démocratiser ça un peu, là, parce que les technologies ont beaucoup évolué et dans certains cas, les prix ont beaucoup baissé aussi. Puis il faut donner le maximum, je dirais, d'autonomie aux établissements pour répondre aux besoins de la clientèle. Que ce soit de la réorientation par rapport, mettons, à des patients qui se présentent à l'urgence, que ce soit de la gestion de la paie, peu importe. Il y a plein de choses. Il faut se donner, dans tout ce qui ne concerne pas l'ensemble du réseau, puis que c'est important d'avoir un seul logiciel, le reste, là, on permet, bien sûr, en fonction des ressources qui sont disponibles, parce que souvent, c'est mieux d'investir, justement, au lieu de subir tous ces inconvénients, puis d'avoir des ratés au niveau de l'offre de service. OK? Là, moi, je ne regarde pas mon temps, là, mais... Okay. Donc, des enjeux importants par rapport à l'informatisation. Là. Je pourrais parler de plein de choses pendant longtemps, comme de dossiers santé numérique et autres, là. Mais on s'en va vers du nouveau, s'assurer qu'on peut justement bien desservir, bien soutenir d'abord et avant tout la population, parce qu'on est là pour la population.
On est là pour les cliniciens qui les traitent, puis comment on s'associe ensemble pour s'assurer que la bonne information soit là. On va déposer un projet de loi là, au printemps pour justement démocratiser l'utilisation des informations qui sont reliées bien sûr à la clientèle, mais avec l'accord bien sûr. Là. Puis là, on va voir comment ça peut se jouer au bénéfice des cliniciens, mais surtout à la clientèle qui se promène d'un endroit à l'autre. Il faut être alentour du client, de la population, du jeune, de la personne âgée, et non qu'eux autres se cherchent. OK? Il ne faut pas être en défaut par rapport à ça. Donc, beaucoup d'éléments. Bon, utilisation de la main-d'œuvre, je vais revenir dessus, on a vu tantôt. L'accès aux soins palliatifs fin de vie, qui ne sait pas qu'on s'en va en consultation pour l'aide médicale à mourir, un élargissement peut-être, dans quelles conditions, etc. Là. Ça, c'est dans le contexte, là, ça va en parler de plus en plus. D'ailleurs, le 27 janvier, il y a une rencontre qui est ciblée, mais ça va être suivi de plusieurs sondages, réunions et autres. Le fédéral fait la même chose, OK? On élargit. Jusqu'à date, là, depuis le nombre d'années, c'est ouvert, ça fonctionne bien généralement, l'accès est pas mal accessible, sauf qu'il reste encore des éléments à corriger, OK? Entre un peu d'évolution des mœurs, hein, coutume, ces choses-là. Il faut être vraiment à l'affût des besoins et des volontés des gens. OK? On est là-dedans, donc on verra jusqu'où ça nous amène par rapport aux maladies dégénératives chroniques, santé mentale et autres, là, où on se situe. OK? Dernièrement, je discutais avec les ministres sur le dossier Santé Québec, les directives médicales anticipées, puis on nous disait oui, mais est-ce que tout le monde devrait le faire, puis assurez-vous que tout le monde l'ait fait, etc. Fait que là, moi, j'ai posé une question à l'ensemble des gens qui étaient là. Peu importe, je dis, OK, mais entre nous, là, ceux qui étaient là, je dis, qui l'ont fait? Qui l'a fait? Puis moi, je n'ai pas de réponse. OK? Moi, je l'avais fait pour différentes considérations, là. J'ai dit qui l'a fait, puis la réponse, c'était bon. Donc, ça s'adresse souvent en fonction de tes préoccupations, toi comme individu d'abord et avant tout. Mais nous autres, le rôle du ministère de l'Établissement, c'est s'assurer, puis des cliniciens, s'assurer qu'on ait le maximum d'informations en provenance de la volonté de ces gens-là, des personnes, des citoyens, en fonction de leurs besoins, de leurs coutumes et autres comme telles, de pouvoir capter ça. Donc, on a un défi de s'assurer qu'on puisse obtenir l'information par, entre autres, les directives médicales anticipées et ce qui s'en vient par la suite. Okay. Gouvernance, pertinence clinique. Je n'irai pas très loin là-dedans, mais vous savez que dans les négociations, entre autres, qu'il y a eu avec la FMSQ, il y a une création d'un institut de la pertinence, OK, qui va traiter d'un certain nombre de dossiers qui ne sont pas encore définis. Et ça va être, dans le fond, plus annoncé d'ici un mois et demi. C'est en cogitation de la façon de faire, en lien avec le ministère, en lien avec différentes personnes qui vont être regroupées alentour, et bien sûr avec la grande collaboration de l'INES dans l'évaluation des différentes pratiques. M. Boileau vient d'arriver. M. Boileau, je vous salue. Luc, j'ai dit juste tantôt que j'avais battu ton audition de la dernière fois, là, donc il faut que tu te reprennes si tu veux remonter la cote. Donc, M. Boileau. Mais j'ai salué que tu étais mon ami pareil. C'est bien. Donc, donner une voix plus forte aux usagers, donc les différentes consultations. On en a fait en santé mentale, on en a fait au niveau santé mentale jeunes et adultes, on en a fait au niveau des personnes âgées, on a fait aux soins palliatifs. On a fait au niveau de la déficience physique. Donc, c'est un mode là, du côté là, des ministres, du gouvernement, de s'assurer d'avoir, d'entendre, d'écouter par rapport. On est là-dedans. Donc, négocier avec les fédérations médicales, FMOQ, FMSQ, vous entendez parler, pas besoin d'en rajouter. Projet novateur, projet immobilier d'envergure, d'enveloppe. Je vais te donner un exemple. Là. On a beaucoup construit en 1960, au centre environ-là, mais on a un retard important, qu'on commence à rattraper par contre. Parce qu'il y a 3 ans, puis je dirais même il y a 10 ans, c'était 3-4 milliards d'investissements qu'on faisait au niveau de la santé et des services sociaux. Il y a 3 ans, c'était 16 milliards. Puis cette année, je dirais, le portefeuille, c'est 35 milliards. Donc, on est vraiment rendu à autre chose. Par contre, bien sûr, quand on regarde les coûts, il faut tenir compte que ça tient compte de plusieurs choses, dont la surchauffe du marché, là, puis ce qui se passe avec les États-Unis, puis l'impact sur les coûts. Là. Ça nous amène 20-30 plus cher, là, dans le fond, le même projet. Mais quand même, le nombre de projets qui est en cours actuellement, ça va en même temps que l'enjeu de la main-d'œuvre pour la construction, la rénovation, la mise en place. Donc, on a un enjeu, puis quand on a cet enjeu-là qui n'est pas financier, mais qui est en termes de réalisation et de disponibilité de main-d'œuvre, il faut repenser à nos façons de faire. Autant au niveau de la planification, en termes de nombre de personnes, les différentes étapes bureaucratiques, il faut baisser ça. Moi, une de mes. Pourquoi j'ai accepté ce poste-là, c'est de dire si je peux contribuer avec l'expérience que j'ai acquise à diminuer ça, on est là-dedans en ce moment. OK? Mais ça se fait en famille. Ça se fait en collaboration avec l'ensemble des gens. Bien sûr, avec l'ensemble des établissements. Programme de progression médicale assistée, ça revient.
Donc, là, il va y avoir des consultations qui vont débuter en ce moment, savoir comment on le fait par rapport à l'ancien programme, pour s'assurer de donner un accès suffisant en fonction des critères. Donc, c'est un projet novateur qui va faire un pas de plus en fonction de l'expérience de données. Le coût par coût, soins et services. Moi, ça fait longtemps comme dirigeant que j'espérais avoir, mettons, des budgets pour les réalisations des activités pour lesquelles je suis responsable. Bien, je pense que c'est le rêve de tout administrateur d'avoir le bon budget pour le bon service en fonction de ta mission. Parce que les missions que nous avons en santé et services sociaux, c'est soins et services, oui, mais c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est la technologie, etc. Là. Fait que tout ça, il faut avoir ça en fonction des différentes missions. Puis il y a toujours un enjeu de compétition entre établissements aussi, savoir qui va faire ce projet-là versus d'autres. Donc, comment on développe les réseaux? Donc, il faut le penser aussi réseau. Intégration de soins et services au bénéfice de la clientèle. OK? C'est plus le temps de dire je suis le bateau amiral, etc. On est dans d'autres choses. Donc, l'implantation du coût parcours soins et services, bien qui était retenu il y a à peu près 2 ans, c'est implanté à l'heure actuelle partout dans les différents établissements. OK? On est capable de voir combien ça coûte un soin et service. Ce qui n'est pas implanté en ce moment, c'est la comparaison entre les établissements parce qu'il faut faire aussi du moratoire. Là, tous les systèmes de finances avaient été aussi sous le moratoire, donc il n'y a pas eu de grands changements de ce côté-là. Donc, on ne peut pas comparer facilement d'un établissement à l'autre. Là, on est beaucoup sur la charte, qu'est-ce qui coûte quoi, puis quel type de produit, etc., pour être sûr de donner la bonne hauteur et la bonne importance de chacun des produits. Mais ça va permettre à chaque établissement de recevoir la hauteur du budget qu'il normalement devrait recevoir. Maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir assez d'argent pour, en fonction de ce qu'il va être calculé, ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il y en a qui vont, ça va être difficile pour certains de dire, hey, je devrais faire couper 20 parce que je suis moins performant par rapport à coût de service. Est-ce que je suis vraiment moins performant ou c'est je suis relativement moins riche qu'un autre? Là, le débat va partir. OK? Mais c'est un pas de plus, là. Important là-dedans. Donc, pour ça, il faut donner la bonne information, la bonne valeur d'information pour être certain qu'on donne la bonne reconnaissance à tous les efforts de tous les professionnels, de tous les gens qui donnent des services professionnels préposés, etc., là, auprès de la clientèle. Donc, de s'assurer qu'on puisse bien desservir budgétairement ces différents établissements. Et ça. Projet émergent, Maison des aînés. Il y a plus de 2600 places qui ont été annoncées. On va en faire même un peu plus. Puis ça, c'est 2600, c'est pas on a les listes d'attente d'aujourd'hui. OK? Il y en a un autre 2000 qui se reconstruit, se réorganise, là, dû à la vétusté haute comme telle, mais ça ne répond pas aux besoins de demain. Là. OK? Donc, il va falloir plus loin, plus vite, on verra. Fait qu'on se donne une méthode justement pour ne pas réinventer la roue pour les 45 projets là, qui s'annoncent au fur et à mesure en ce moment, là, pour éviter qu'on refasse tout le même projet, mais 45 fois différemment. Il faut se saisir de l'opportunité, de l'expérience de chacun. Agirto, c'est le projet pour lequel le Dr Carman est allé particulièrement là, dans sa mission de politicien. Donc, Agirto, projet justement de dépistage auprès, mettons, des jeunes à partir de 18 mois, qu'ils soient à partir de la vaccination, qu'ils soient à partir du CPE, qu'ils soient à partir du parent, à partir de l'école. Quel est le niveau pour s'assurer que les 27 d'enfants qui se présentent à l'école en première année, qui ont un retard, OK, qui ont un retard de différents niveaux, on sait qu'un grand pourcentage de ces jeunes-là, si on pouvait les prendre en charge plus rapidement, bien, on arriverait qu'il resterait peut-être, je ne sais pas, 3-4 qui sont vraiment des problèmes qui sont plus importants, sont plus, mettons, ancrés au niveau de leur ADN, leur constitution, etc., ou de leur préparation, de leurs conditions aussi familiales, bien sûr, là, il y a différents concepts. Mais la plupart, on peut les rattraper rapidement. Donc, comment, ensemble, on s'associe alentour de ce jeune-là, de ce parent-là, OK? Donc, Agirto, c'est ça qui vise. OK? Fait qu'on est en mode déploiement. La grande valeur de ce projet-là, bien sûr, c'est d'apporter une préoccupation très ciblée, très spécifique autour de cette clientèle-là. L'impact de l'autre côté, c'est que c'est super intéressant et il y a beaucoup d'intervenants psychosociaux et autres comme tels qui s'en vont vers là et quittent d'autres secteurs, que ce soit santé mentale, soit jeunesse et autres. Donc, on est en enjeu d'équilibre. OK? Bonne nouvelle. Enjeu important. Fait qu'on est là-dedans en ce moment. OK? Aire ouverte pour la santé mentale. Un lieu, il y en a 4 qui sont en déploiement actuellement. On veut avoir au moins une vingtaine à travers le Québec. Qui permet aussi, toujours le Dr Carman, pour les jeunes, santé mentale. Santé mentale, c'est tout derrière Mécan, sauf une partie de jeunes qui est le projet Aire ouverte. Au fond, c'est comment on s'assure, puis il y a d'autres projets qui existent à différents endroits, Open Access, il y a différents boundaries, etc., qui existent. Mais dans ce côté-là, c'est comment on s'assure que les jeunes vont aller dans un milieu, soit dans une école, dans une maison de jeunes et autres, puis que les intervenants vont être disponibles pour eux, en fonction de leurs besoins du moment, leurs moments aussi qui sont prêts à partager, avoir des services. On est là-dedans dans la mise en place de Aire ouverte. Clinique d'hiver, je n'ai pas parlé tantôt. Vaccination par les pharmaciens, on est dans ce projet de loi-là. OK? Donc, comment s'assurer de
permettent justement à chacun des professionnels, dans ce cas-ci les pharmaciens, d'agir, de pouvoir offrir des services, là, ou de négociation financière. Là, on va y arriver de toute façon. Là. Puis d'après moi, c'est l'élément mineur qui reste à régler. Là. Mais pour le reste, là, dans tout le partage de responsabilités médicales, pharmaciens, IPS, infirmières sur le milieu, on est là-dedans en ce moment. Donc, il y a une mouvance intéressante à ce niveau-là. Télésanté, on ne peut pas y échapper. Il y a des provinces comme le Nouveau-Brunswick, là, que c'est très déjà développé pour des raisons historiques, des raisons de main-d'œuvre aussi. Là. Je pense qu'il faut faire un pas de plus vraiment. Là, okay? Là on est là-dedans. Là. Puis on a des différentes stratégies. Donc, télésanté, c'est un effort important. Les technologies sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus simples. Par contre, là, on a un défi, c'est style tout le monde qui s'envoie tout par Messenger, puis tout par Instagram, les photos, naturellement. Là, à un moment donné, il faut serrer ça un peu là, parce qu'on a un enjeu d'abord d'efficacité, d'abord pour donner un service, assurer un suivi, qualité aussi, bien sûr, dans le transfert, mettons, entre les cliniciens qui passent mettons, à la suite, une semaine après, s'ils n'ont pas l'information, ça transmet par Messenger, pas protégé, etc. Il y a un enjeu important là-dedans, okay, en termes de qualité. Mais on est là, donc il faut le traiter. On ne peut pas le nier, là, on est là-dedans. Télésanté, fort important. Transport héliporté, bien, c'est un projet parmi les engagements électoraux, pas nécessairement de le réaliser, mais de le regarder dans le défi, surtout soit des régions éloignées ou des régions à haut volume, où il y a des problèmes de circulation et autres, les cônes oranges et autres. Là, puis je vois que j'ai des amis là, qui sont un peu dans le domaine, qui sont sûrement intéressés. Je suis certain qu'il y a plein de choses qui vont se dire après ma conférence, là, qui vont se promener. C'est bien correct aussi, je suis bien à l'aise. Là, mais on regarde ça aussi pour une xème fois. Mais il faut regarder si on ne peut pas faire des projets pilotes là-dedans. Okay? Mais il y a quand même, faut être certain de faire les bonnes choses de la bonne façon. Il y a plein d'autres endroits qui s'en font actuellement dans le monde et même au Canada. Plan stratégique, je n'irai pas longtemps là-dessus, sauf qu'il a nommé, mettons, les 4 orientations suivantes, à savoir l'amélioration de l'accès aux professionnels de service, la question de favoriser la prévention et saines habitudes de vie, prendre soin du personnel du réseau et moderniser le réseau et ses approches. Ces engagements-là, il faut comprendre que quand on définit une planification stratégique au gouvernement, c'est que bon, chacun émet ses orientations, ses besoins, ses objectifs, ses indicateurs. Puis là, il y a plein de monde qui s'en occupe. Puis à la fin, il y a une décision qui est prise au Conseil du Trésor, là, comme on a vu un reportage dernièrement. Puis là, après ça, dit OK, le gouvernement retient ça, 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 ça. OK? Mais si vous lisez la planification stratégique, c'est une partie, bien sûr, de tout ce qu'on fait. On n'annule pas tout ce qu'on fait, bien sûr, par la suite. Mais sur ceux-là, il y a une attention particulière qui est donnée avec les engagements qui ont été pris auprès de la population, qui vont être mesurés à partir des indicateurs. Puis ceux qui ont vu le reportage, qui sont du B, il y a un war room là, avec les indicateurs. Puis il a dit à ce moment-là, ceux qui n'atteignent pas les indicateurs, peut-être qu'ils ne seront plus ministres ou sous-ministres. Donc, c'est peut-être ma dernière conférence que je vais donner. Là. C'est pour ça qu'on la filme. C'est pour ça qu'on la filme. Ça, c'était ma question, c'est pour ça qu'on la filme. Là. Donc, les ministres sont imputables d'atteindre des engagements de l'Assemblée nationale, bien sûr. Chantier législatif sur lequel on travaille, bien sûr, là, de façon importante. Projet de loi de pharmacie, j'en ai parlé tantôt, donc on est là-dedans. Projet de loi modifiant la loi sur les infirmières et infirmiers et d'autres dispositions là, sur les actes. Hein, les actes plus ou moins réservés, dans quelles conditions. Donc, on veut démocratiser ça. Puis là, on a comme un accord là, de toutes les associations, cliniques médicales et autres, d'aller de l'avant. Il faut juste bien planifier dans ce sens-là. Le régime des plaintes, on veut l'élargir. On a certains enjeux. Bien, l'expérience, je pense, d'avant nous démontre qu'on a un bel accès. Ce qui s'est rajouté beaucoup, c'est le suivi de la maltraitance. Hein. Tous les enjeux de maltraitance de la clientèle, puis les commissaires à la qualité, par exemple, des établissements sont responsables aussi d'entendre ce qui se passe dans toute la population. Que ce soit financièrement, que ce soit physique, que ce soit, etc. Et là, il y a des enjeux importants dans la capacité de prendre en charge ça, la capacité d'intervenir et où on a le droit d'intervenir aussi. On est capable d'accueillir en ce moment, mais on n'est pas capable d'intervenir à beaucoup de places. Là. Fait qu'il y a des enjeux par rapport à ça. On entend plus parler aussi de la question de la réception des plaintes dans les organismes, mettons, privés. Okay? Les ressources de personnes âgées, etc. Surtout dans ces secteurs-là. Donc, une modulation qui est annoncée, à savoir que les plaintes aussi vont aller vers le commissaire aux plaintes de la qualité de l'établissement, de la région, selon le concept de l'approche populationnelle. Donc, il y a des enjeux là-dedans. OK? Important. Projet de loi sur les proches aidants, j'en parlais tantôt. Donc, la personne qui est proche aidante, ça implique du soutien, ça implique, parce que la population vieillit, le nombre d'enfants a diminué. Donc, comment on soutient l'ensemble de ces gens-là qui prennent soin de leurs proches? Donc, on a un enjeu à ce niveau-là, mais il faut définir aussi fiscalement. Quand on embarque là-dedans, il faut penser que si on donne de l'argent, est-ce que c'est de l'argent qui doit venir du ministère de la Santé? Est-ce que c'est un revenu? Est-ce que fiscalement, c'est complexe? Okay? Donc, il faut l'attraper, mais il ne faut pas avoir peur d'avancer. Donc, on est là-dedans en ce moment, dans cette mouvance-là. Travaux parlementaires, bon, suivi inhérent aux commissions spéciales, commissions parlementaires. Il y en a qui me disaient, Yvan, on devrait passer telle loi, telle loi, telle loi.
Mais ce qu'il faut savoir, puis tant qu'on n'est pas dans la machine, on ne le sait pas, c'est que c'est très réglementé, c'est très normé, le nombre d'heures que nous avons pour passer des projets de loi, des règlements. Il y a des temps, OK, qui sont distribués dans chacun des ministères. Fait que tu as bien beau pouvoir passer tous les projets de loi, puis si tu as dépassé ton 200 heures, il ne passera pas. OK? Des fois, vous allez voir des omnibus dans lesquels on essaie de mettre le maximum de choses dedans, ou des lois mammouths dans certains cas, où on en retrouve encore plus. Là. Fait que c'est ça l'enjeu de temps, à un moment donné, pour réaliser. OK? Bon, évidemment, la commission là, sur les droits des enfants, protection de la jeunesse, qui a suivi la commission Vient, qui était celle pour l'Abitibi, communauté autochtone. Là, c'est beaucoup plus large. Vous entendez beaucoup de suivi, beaucoup de nouvelles par rapport à ça. Ça touche beaucoup. Nous, c'est un enjeu, bien sûr, qui nous préoccupe dans le sens qu'on veut être en action. Puis moi, ce que je disais, et mes équipes aussi, parce que c'est commun, ce n'est pas juste moi, bien sûr, nous, ensemble, on disait comment, avec nos intervenants que je salue, les directeurs de la protection de la jeunesse, les directions de programme de jeunesse, avec l'ensemble de leurs partenaires là, dans les autres ministères, là, les autres secteurs de l'éducation, par exemple. Là. Bien sûr, comment, ensemble, on peut saisir ça, là, puis on peut changer des choses au fur et à mesure, OK? Pas attendre qu'un rapport arrive, puis pas attendre qu'un rapport soit tabletté parce qu'il ne sera pas, là, etc. Mme Laurence, c'est une condition bien établie. Puis d'ailleurs, elle a déjà fait 5 recommandations en mois de décembre. Elle aurait pu attendre au mois de novembre. Elle décide de le faire au mois de décembre. Les 5 recommandations, on les accueille de façon très favorable. On est tout à fait d'accord. Puis là, il y a ceux qui avaient un enjeu parce que les budgets s'en viennent. Donc, il fallait qu'aussi elle se positionne pour qu'elle puisse nous aider, finalement. Nous aider, je parle du gouvernement, puis je dirais la législature de comment on procède pour faire accepter un projet de loi, comment faire accepter des budgets. Okay? Donc, il y a des positionnements un peu stratégiques par rapport à ça. Les recommandations découlant des rapports d'enquête, protecteurs de citoyens, vérificateurs généraux, qui sont de plus en plus, je dirais, actifs dans les différents dossiers. Tant mieux dans certaines circonstances. 85-90 des situations sont réglées puis on n'entend jamais parler. D'ailleurs, il y avait une conférence hier, protecteurs de citoyens, avec l'ensemble des PDG et des directeurs des ressources humaines, communication affaires juridiques hier là, au ministère. Là. Donc, là-dessus, on était beaucoup en action pour suivre l'ensemble des besoins. Collaboration étroite avec le ministère du Conseil exécutif. Donc, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le ministère du Premier ministre. Donc, il y a beaucoup de liens de ce niveau-là. Contribution aux différentes démarches structurantes en collaboration avec les autres organismes là, pour, entre autres, là, toute la santé publique. Hein. Le programme gouvernemental là, pour la santé publique, c'est important. J'y retourne, je n'ai parlé. Donc, mesdames. OK. Donc, c'est parce que j'ai un petit quelque chose à faire en même temps. Mais peu importe. Ce qui est important de retenir, là, c'est ce que je vous ai parlé, là, ça représente là, des tâches fort importantes. Là. Puis ça, c'est grâce à la collaboration de chacun, puis plusieurs d'entre vous là-dedans. OK? Puis à ce niveau-là, OK, il faut savoir reconnaître. OK? Il faut savoir se positionner, faire des choix. C'est ça qui est difficile. Puis là-dedans, quand on pense à l'ensemble des gens qui sont impliqués dans les différents dossiers, bien, à un moment donné, moi, j'avais besoin de faire de la reconnaissance. Okay? De faire des choix de priorité, puis de dire aussi qu'on peut se mettre en bas d'échec si on a trop de dossiers. Okay? J'avais fait ça, puis il y en a 90 pieds. OK? Puis là, vous avez 2 colonnes ici. OK? Puis dans les 2 colonnes, on retrouve, selon les couleurs, soit des engagements électoraux, engagements ministériels, OK? Avec les actions, puis les échéances. OK? Ça, c'est aussi haut que le bâtiment du gouvernement à Québec, mais il est 2 fois plus haut parce que là, vous avez 2 colonnes. Ils ne pouvaient pas m'imprimer un rouleau de 180 pieds, donc c'est 90 pieds. OK? Mais ce n'est pas le courant, ça. C'est juste les dossiers qu'on traite avec les établissements. Donc, merci aux établissements, à l'ensemble des gens qui y travaillent, parce que pour la plupart, ça touche tout à la clientèle. OK? Et pour ça, là, on a un devoir de transmettre de l'information, d'accepter qu'on ne peut pas tout réaliser, puis surtout d'accepter qu'on peut faire différemment. OK? Parce que ça, là, je l'ai remis au mois de décembre, autant au Conseil du Trésor qu'au ministre du Conseil du Trésor ainsi que des Finances, à mes 3 ministres, avec une boucle puis un ruban rouge. OK? Cadeau de Noël, OK? Comme réflexion. OK? Parce que tout ça, moi, la job que j'ai donnée au ministre adjoint, entre autres, c'est super intéressant, le travail extraordinaire qui est fait avec les établissements. Puis on pourrait le faire à partir des établissements. Puis moi, je l'avais déjà fait au CIUS de l'Est là, pour la portion, je dirais, administrative qu'on recevait là, de la part du ministère. Là. Il était aussi long, mais moins d'ampleur. Là, mais il y avait. Parce que là, c'est 1100 dossiers, 5500 actions. OK? Puis on n'a à peu près pas rajouté de ressources. Là. OK? Puis avec 3 ministres, avec les engagements de la CAQ et autres, là, c'est fort important. Donc, quand on interpelle les établissements,
ça va vite. On a une super collaboration, OK? Mais en même temps, on a un défi de dire à quelle qualité on peut arriver dans chacun des dossiers. Donc, il y a des choix qui nous appartiennent d'abord. On oublie le gouvernement, mais nous, comme intervenants, nous, comme citoyens, on a des responsabilités. On a une façon de peut-être voir les choses différemment. Moi, ce que j'ai demandé comme travail auprès des intervenants et des sous-ministres adjoints, c'est il y a peut-être des choses là-dedans qu'on fait depuis 20 ans, qu'on devrait même plus suivre de cette façon-là, qu'on devrait décentraliser, puis on a commencé déjà à en décentraliser. Il y a peut-être des choses aussi que vous devez vous-même, c'est bon, vous pouvez vous-même faire des choix, là. Non, mais il est pesant le rouleau au bout, là. Fait que c'est bon, tu peux le mettre à terre, ça va être plus facile. Oui, c'est ça. Fait que donc, je voulais vous représenter un peu l'ensemble des efforts, là. Fait que voilà. Donc, merci à tout le monde là, des interventions, parce que ça prend du courage, du dévouement pour travailler au sein de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le sous-ministre. Donc, naturellement, la période de questions est ouverte. Et en tant que directeur du pôle santé, je vois bien que derrière tous ces projets, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour supporter le réseau. Donc, ce n'est pas les opportunités qui vont manquer. Et en même temps, bon, je me réserve le droit de la première question, étant donné que j'ai organisé l'événement. C'est la réponse en passant. Non, c'est ça, c'est pas arrangé. Donc, je me disais, dans tous ces projets, il y a un élément que moi, je ne vois pas, c'est toute la mouvance vers les systèmes de santé orientés sur la valeur, qu'on voit dans beaucoup de pays, dans lesquels on voit que leur système de santé semble bien performer. On parle de la Finlande, on parle de certains pays qui ont été dans cette direction-là. Et je n'ai pas vu ce genre d'orientation dans ce que vous nous avez présenté. Est-ce que c'est une avenue que vous cherchez à développer, à explorer, à analyser plus à fond? Bien, la réponse est oui, mais il s'en fait déjà à un certain niveau. Luc, au niveau de l'INES, pour donner cet exemple-là, Nicolas Damasio, au niveau de l'INSPQ, je pourrais en nommer dans d'autres sphères aussi, ils en font. Ça fait partie de leur vie, ça. Okay? De donner un sens, mettons, à une organisation de service, à un produit, qu'est-ce qui donne la valeur, puis là, il y a un jugement qui se donne au point de vue, mettons, clinique, point de vue économique, point de vue, etc. Okay? Il s'en fait. Il y a eu une création, il y a à peu près 2 ans, du Bureau d'innovation. Okay, sous le ministère, donc sous le ministre, qui, de par sa fonction, a principalement ce rôle-là. Donner une valeur, reconnaître la valeur à un projet, puis comment on peut s'associer. Ce projet-là, mettons, Bureau de l'innovation, travaille aussi en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, okay, pour justement dire quelles sont les stratégies qu'on peut bien sûr aider nos groupes. Puis moi, j'ai été président du groupe d'achat commun Sigma Santé, donc on a essayé de trouver la façon de faire. Puis ce groupe-là avait des succès de façon importante, pas parce que j'y étais, mais parce qu'il y avait plein de PDG, DG, médecins, FMSQ qui étaient impliqués pour trouver une valeur, faire des choix. Okay? Mais il fallait un cran de plus, okay? Un cran de plus là-dessus. Donc actuellement, il y a soit des colloques ou des rencontres qui se passent au niveau de comment donner de la valeur. Pierre Fitzgibbon, de son côté, est très impliqué et intéressé par ça. Et je sens qu'il y a un mouvement de plus en plus dans ce sens-là. Merci, Denis. Bien, un peu dans le même sens, la question des systèmes basés sur la valeur et l'articulation de la contribution du privé dans le domaine de la santé, dans le cadre des appels d'offres ou des approvisionnements de différentes façons. Alors, on sait que de plus en plus, par exemple en Europe, il y a des règlements spécifiques qui prévoient des modes d'approvisionnement qui sont concentrés sur la valeur. Ici, les lois le permettent plus ou moins, mais c'est très peu utilisé. Alors, une organisation que je préside qui s'appelle le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être qui regroupe une quarantaine de fournisseurs de services, d'équipements ou autres, ont soumis l'idée qu'on devrait peut-être organiser, avec le support du ministère et du Conseil du Trésor, un colloque un peu pour mettre à niveau les connaissances et les points de vue, tant des organisations privées qui, de toute façon, contribuent déjà aujourd'hui, soit par des appels d'offres ou autrement, différents types de partenariats aux services de santé publique, que l'on puisse ensemble regarder comment on pourrait améliorer les modes d'approvisionnement en vue justement de créer le maximum de valeur pour les clients finaux
en ayant des processus qui soient ouverts. Est-ce que vous seriez ouvert à ce que, par exemple, un tel colloque puisse se tenir et en pleine collaboration avec des organisations comme la CLAS, l'Association québécoise là, de la logistique et de l'approvisionnement en santé, et d'autres organisations? Merci, Michel. Je ne répondrai qu'en la présence de mon président du Conseil du Trésor ainsi que de ma ministre. Bon, évidemment, je ne peux pas faire une réponse politique parce qu'il y a un choix politique à ce niveau-là, mais je comprends très bien. Puis, merci, Michel, d'avoir posé la question. La réponse, il faut évoluer, ça c'est clair. OK? Il y a beaucoup quand même d'avancées qui ont été faites dans la collaboration. Puis, je peux prendre l'exemple de la FMSQ avec les différents établissements parce qu'on a fait des gains importants, là, de réduire de 80, 60, 40 tout en gardant la qualité, mettons, sur le produit utilisé, là, tant mieux. Bon, moi, je pense qu'il faut évidemment que les entreprises mettent en valeur leurs produits, OK? Mettent en valeur leur présentation. Il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais la réponse, c'est de plus en plus oui. OK? Il faut ouvrir. Là, on a, comme je dirais aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel on s'en va vers une nouvelle organisation d'appel d'offres et de contrôle un peu de tout l'approvisionnement avec un centre d'approvisionnement gouvernemental. Donc, on est dans une transition actuelle avec un projet de loi qui est en cours. Là. Mais la réponse, je pense qu'il faut s'ouvrir de toute façon, mais toujours au bénéfice, bien sûr, là, de la population, puis du bénéfice de supporter aussi les différentes entreprises. Parce qu'une des questions qu'on me posait dernièrement, que j'ai fait valider, c'est qu'une entreprise me disait, est-ce que je dois accepter une subvention du gouvernement, OK, soit par le bureau d'innovation ou par un autre? Est-ce que je vais être pénalisé par rapport à un autre parce que j'aurais eu un avantage, disons, indu par rapport à un autre? La réponse, c'est non. Tu as le droit d'avoir une subvention. Et tant mieux si tu étais innovant, puis tant mieux si tu étais en avant de parade. Mais il y a un défi important, puis il y a surtout des opportunités là-dedans. L'idée est justement de profiter de la création de ce CAG-là. Tout à fait. Pour que l'approvisionnement, de façon générale, public, privé, service, biens, équipements, etc., qu'on vise à aller plus loin sur le plan de l'approvisionnement basé sur la valeur pour un système basé sur la valeur. On va passer à une question sur le web. Exactement. Oui. On a une question de Jocelyn Bisson du Sud de l'Est de l'île de Montréal. Pourriez-vous donner des exemples de projets qui s'orientent dans l'axe favoriser la prévention et les saines habitudes de vie? Bon, il y en a plusieurs, évidemment, là, mais dans tout ce qui est, bon, je dirais la gestion du cannabis, par exemple, là, OK, il y a un enjeu important qui ressort là. OK? Là, il va y avoir, pour loin, il y a des travaux qui se font sur l'obésité, des travaux, bien sûr, qui se font sur le tabac et le vapotage de façon particulière. OK? Comment on s'assure que les gens aient la bonne information, la bonne interprétation de ce qui se passe, puis de l'évolution de toute cette, je dirais, ce danger, je dirais, de santé publique actuellement, là, il y en a plusieurs dans ce sens-là. On pourrait en élaborer. Oui, bonjour, Dominique Cousineau, pédiatre au CHU Sainte-Justine. Je suis impliquée activement dans le projet Agirto. Oui. Une des choses qui serait un élément facilitateur, puis vous l'avez abordé brièvement, mais c'est la possibilité de travailler en équipe interdisciplinaire pour partager les informations. Actuellement, c'est un gros enjeu de ne pas avoir accès à l'information et de recommencer toujours pour des patients. Puis, l'innovation serait vraiment de pouvoir continuer en cohérence chaque acteur du réseau là où l'autre a laissé, de manière à pouvoir faire que ça s'actualise. Parce qu'agir tôt, ça veut dire agir vite aussi. Et puis, il y a beaucoup de temps qui est perdu à reprendre cette information-là. Alors, je me demandais concrètement, quelles sont les étapes là, qui sont prévues pour améliorer cette situation-là de l'informatisation du dossier médical? Oui. Là, il y a plusieurs questions dans ce que vous mentionnez, mais de façon générale, je pense qu'il faut profiter de partenariats, surtout d'équipes, dans ce cas-ci, Agirto de Sainte-Justine, OK, qui est vraiment l'axe promoteur, là, d'où venait entre autres Lionel, et faire profiter l'ensemble du réseau, et que ce groupe-là reste en leadership. OK? Il ne faut pas que Agirto devienne l'affaire de 22 personnes, 22 groupes différents qui font évoluer, parce que là, on va avoir un problème dans la qualité de l'offre de services auprès de la clientèle et surtout une iniquité d'une région à l'autre. Donc, il faut essayer de justement profiter et toujours garder en leadership, mettons, les cliniciens, les gens là, qui offrent les services, avec leur savoir, leur expérience là-dedans. Pour ce qui est de la partie informatisation, que ce soit au niveau d'Agirto, que ce soit au niveau du dossier santé numérique, qu'on appelle maintenant au lieu du dossier clinique informatisé. Mais Agirto, on est sur le point de finaliser l'appel d'offres pour obtenir le logiciel qui va nous permettre justement d'assurer que l'information soit disponible pour l'ensemble des intervenants. Et au fur et à mesure qu'on va développer l'ensemble du réseau Agirto avec les différents groupes, bien, il faudrait qu'on le partage. Hein. Les gens voyagent, les gens se déplacent avec leurs enfants, mais leur réalité demeure. Donc, il faut s'assurer comment on peut se collaborer, puis de saisir l'apprentissage qui provient entre autres de votre équipe comme des autres, de garder ça.
Pour ce qui est du dossier santé numérique, qui est vraiment le gros dossier, dans le fond, qui est, je pourrais dire, c'est l'élément, mettons, informatique qui permet justement aux applications, qu'elles soient de laboratoire, qu'elles soient de peu importe, soit infirmiers, urgences et autres, de se connecter, là. Bien, là, on va annoncer quelque chose bientôt. Là, on est en tractation avec le Conseil du Trésor pour voir vers où on s'en va. On a fait des avis aussi d'intérêt pour vérifier, mettons, la disponibilité des différentes applications, vers où ils nous amènent avec toute la nouveauté. Donc, on est dans cette ère-là numérique, là, vraiment. Gendron, merci pour votre exposé. C'est une petite question. Jean-Noël Bérubé. Une petite question. Un dossier qui peut affecter l'ensemble des 180 pages de dossier. Au niveau de la protection informatique et du piratage des données, on a vu ce qui est arrivé avec certaines institutions financières, malheureusement, pour des millions de personnes. Puis, les dossiers du gouvernement du Québec sont d'une ampleur comparable, même beaucoup plus grande que ça. Je suis sûr que c'est au cœur de vos priorités. À part la question des pharmaciens qui avaient vendu des données, et ce n'est pas encore tout réglé, on n'entend jamais parler du ministère de la Santé. Est-ce que pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est sûrement au cœur de vos priorités. Au niveau du piratage interne et externe informatique, paralyser des systèmes par un virus, où est-ce qu'on en est exactement? Bon. Le principal problème, puis la plus grande force du système de la santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est que les systèmes sont tellement disparates qu'un pirate a de la misère à s'y retrouver. Il y a eu, depuis 5-6 ans, il y a eu 878 millions de tentatives d'intrusion. Pas 2000, 3000, 878 millions. Le nombre de fois qu'on a été paralysé est à peu près nul. Puis dans certains cas, bien, il y a eu beaucoup de travail, dont entre autres le 14 février 2006, dans lequel j'ai fourni de chocolat à ceux qui travaillaient parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir leur conjointe, parce qu'ils travaillaient là-dessus, là, parce qu'on avait un virus là, qui est malveillant, qui avait touché tous les anciens systèmes Windows, mais qui n'ont pas amené de problème au niveau de l'opération. Donc ça, c'est notre principal avantage. Mais on s'en va vers l'uniformisation, on s'en va vers aussi des systèmes qui sont plus uniques, qui se parlent beaucoup plus. Et là, on a un défi important. Du côté du ministère de la Santé, on a créé une direction, là, dans le fond, de la cyberdéfense et autres. Là. Donc, il y a une personne qui a commencé dernièrement pour justement, parce que c'est très important, très sérieux. Et au-delà d'entreprises privées et autres, là, c'est juste une cyberattaque qui paralyse, juste pour le plaisir de paralyser, là, c'est important. Puis je pourrais vous donner des exemples. Quand il y a, mettons, au-delà d'une cyberattaque ou d'un problème comme ça, quand tu as un système flanche informatique dans un établissement hospitalier de façon particulière, bien, si ça touche l'urgence, on ne peut plus recevoir de patients. Là. Toutes les IRM, CT scan, etc., tout est numérisé. On n'est plus capable d'y indiquer, donc il faut détourner. Donc, il y a différents niveaux là, importants. Une question de Cathy, j'imagine, Cathy Malas du CHUM. Comment gérez-vous la tension entre vos priorités projets en lien avec l'offre de soins et services actuels et les projets d'innovation, de développement, incluant les missions d'enseignement et de recherche? Bon. C'est une chose que j'ai retenue dans mes cours d'économie, c'est toujours une question de bénéfice. Tant que mettons, tes désavantages sont suffisamment grands que tu dois bouger, bien là, tu cherches ton bénéfice. Dans ce cas-ci, quand il y a un projet, mettons, en technologie, qui peut amener justement un avantage de faire différemment, il faut le saisir, il faut le capter. D'où la question du rouleau tantôt. Il faut abandonner certaines affaires qu'on fait de façon depuis longtemps, de la même façon, dans laquelle on est des fois confortable, soit à suivre ou ce n'est pas des jobs qu'il faut protéger, c'est dans le fond l'offre de service. Donc, il faut saisir les opportunités de tout ce qui se présente. Et il y en a de plus en plus. Des avancées technologiques là, de support pour l'offre de service, il faut en profiter. Mais sauf erreur, je n'ai pas vu dans les priorités qui étaient proposées la gestion des coûts des médicaments. Puis c'est un enjeu permanent sur lequel on a souvent peu de contrôle, qui a un impact important sur les budgets. Est-ce qu'il y a des travaux actuellement ou des projets là-dessus? S'il y a un dossier dans lequel il y a beaucoup de travaux, soit sur le coût des médicaments, pour ceux qui n'entendent pas la question, là, la réponse est totalement depuis très longtemps. Okay? Depuis très longtemps, chaque médicament passe par l'INES ou avec des médicaments pour faire une analyse coût-bénéfice, ces choses-là. Et là, on arrive dans une autre ère qui est, dans le fond, la médication personnalisée. Okay? Personnalisée pour combien d'individus. Hein? Ce n'est plus la pilule pour tout le monde. Là. Donc, un enjeu de plus en plus important. On parle des biosimilaires et autres. C'est un enjeu fort important dans lequel, justement, il va y avoir un peu de publicité là-dessus de notre côté, là, pour l'ouverture, ouverture en termes d'accessibilité, gestion des coûts aussi. Puis, on fait partie de l'Alliance pan-canadienne aussi de négociation des coûts, des prix, dans lequel chacun, de temps en temps, on se partage la responsabilité, mais on est très actif à ce niveau-là. Ouais. Oui.
Hugo Vien, je ne sais pas si je dois le dire, mais dernier président de l'Association médicale du Québec, la défunte organisation. Je m'intéresse depuis, chirurgie orthopédiste, je m'intéresse depuis plusieurs années à l'organisation macroscopique du réseau de la santé parce qu'à 51% du budget programme, évidemment, on s'attend à ce que tout ça continue d'augmenter, pression sociale importante. Je pense qu'il est important qu'on commence à revoir l'organisation, l'architecture d'un réseau de santé qui va être pérennisable. Je vois mes collègues du CEPSEM qui sont là aussi et étant impliqués dans un projet d'impartition publique-privée aussi. Je pense qu'il est temps, puis j'ai presque piégé Dr Boileau en lui permettant de s'asseoir à côté de moi aussi tout à l'heure. Je voudrais qu'il n'y ait aucune je viens de réaliser qu'il est là, fait que j'essaie de... Alors, tout ça pour revenir à je pense, une orientation d'une question plus pratico-pratique. On sait que le gouvernement, autant au niveau politique qu'au niveau du ministère, s'oriente vers une approche de financement du réseau de la santé par approche l'argent suit le patient ou par trajectoire de soins. On sait que depuis le rapport Wendy Thompson, il y a quelques années, qui a incité le gouvernement à aller dans ce sens-là, il y a certainement des écueils importants dans ce système-là. On voit probablement pour le réseau privé une capacité, et pour le réseau public aussi, de créer un contexte dans lequel on va avoir une compétitivité entre les organismes publics, les 6, entre autres, pour améliorer l'épisode de soins avec le même argent. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on a assez d'argent dans le système de santé. Alors, comment on fait pour laisser l'innovation s'intégrer? Comment on crée une zone franche entre le gouvernement, l'entreprise privée, le ministère de la Santé pour créer un système de santé innovant, un système de santé qui va être plus performant et sortir des paradigmes habituels de relations avec nos fédérations médicales et le passage obligé par l'INES, l'approbation des nouvelles façons de faire pour que le patient, la société québécoise puisse profiter de ces innovations-là. Alors, je me disais, ma question, c'est jusqu'à quel point on croit au ministère et on veut mettre en place ce projet-là de financement à l'activité pour permettre à l'intérieur d'un financement que j'ai toujours supporté, c'est-à-dire celui de donner l'argent aux gens, aux acteurs du réseau, puis ils vont trouver un moyen probablement de donner les services, peut-être en considérant la prévention, ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle, pour éventuellement avoir un système de santé qui va être contrôlable au niveau des coûts. Et je pense que ce n'est pas par la machine actuelle. On l'a vu, là, ça fait 40 ans qu'on fonctionne avec ce système-là, puis je pense que le rouleau continue de s'allonger. Je pense qu'il faut revoir le système et permettre à un nouveau modèle de s'installer. Et je pense que ça, c'était une avenue, puis je ne sais pas, le gouvernement est rendu à ce niveau-là. Bien, c'est un engagement formel. OK? Je pense qu'on est rendu là. Technologiquement, aussi, je dirais, de façon responsable, professionnelle, administrative, pas politique, on est rendu. On n'a pas le choix là. Okay? Les demandes sont tellement importantes de part et d'autre. Là, il faut juger la pertinence, mais il faut surtout bénéficier de l'apport de chacune des organisations qui développent des avenues, des alternatives, des façons de faire. Donc, seul, moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est ensemble qu'on va trouver la réponse. Il faut que le système évolue rapidement là-dedans, mais c'est un engagement formel. Autant du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui, dans la façon, quand il s'exprime, Christian, il s'exprime en disant « J'ai besoin de chiffres pour comprendre, pas pour contrôler, mais pour voir si ça a un impact et comment on peut faire différemment. » Donc, on est dans ce mode-là en ce moment, en collaboration. On a une question du web de Équipe Urgence Santé. Comment voyez-vous l'intégration du préhospitalier dans le continuum des soins avec le réseau de la santé? Merci. On va travailler en collaboration. Il faut, au même titre que, puis j'ai eu la chance de gérer plusieurs entreprises ambulancières à l'époque où je travaillais entre autres avec Luc Boileau, Montérégie, puis il a développé les centrales de coordination, celle entre autres d'alerte santé de la Montérégie. Bien, ça a évolué beaucoup au niveau de la pratique, au niveau des différents actes. Bien, je pense qu'il faut que ça continue à évoluer par rapport à ça. Là, j'entends des projets aussi de paramédics communautaires, donc dans l'approche justement des paramédics auprès, mettons, de la clientèle pour éviter des transports, mais assurer quand même l'accueil puis l'évaluation d'une clientèle, surtout des fois en post-hospitalisation, dans les 30 jours. Donc, ça doit fonctionner ensemble. Et on a mis en place un comité d'évaluation de la transformation du préhospitalier à travers le Québec. On a commencé ça à l'automne, mais c'est de façon plus active dans les prochaines semaines qu'on va voir les actions, les échanges avec l'ensemble des compagnies, des coops et des organisations telles qu'Urgence Santé, aller de l'avant. On est là-dedans en ce moment, il y a un timing pour le faire. Puis moi, le message que je donne au niveau du préhospitalier, au niveau de mes équipes, et au niveau des partenaires qui sont ceux qui offrent des services, c'est qu'on doit s'adapter rapidement et non attendre d'avoir une grande révolution. Là. Okay. Bonjour, Gérard Cresson, je travaille
au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. J'avais une question au niveau de la main-d'œuvre. Vous parliez tantôt du fait que c'était un enjeu, un des enjeux les plus importants présentement. Je voulais savoir, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment le ministère voit les choses. Je sais que ça se partage aussi avec le Conseil du Trésor, mais pour attirer et retenir le personnel, sachant que les règles de rémunération, souvent dans les conventions collectives, datent des années 70-80, il y a de l'inflation qui vient, mais c'est souvent des règles de base qui sont assez anciennes. Le fait aussi que le ratio d'encadrement a beaucoup baissé. Je pense que dans la littérature, on nous dit qu'en général, un cadre devrait englober 7 personnes en moyenne. Mais souvent, la réforme est venue enlever beaucoup d'encadrement. Je prends aussi un exemple. Par exemple, vous parliez tantôt des projets TI. Les règles, souvent, font qu'on voudrait embaucher des personnes en TI, mais n'ont pas les diplômes demandés par les règles internes au réseau. Mais c'est un domaine où les gens souvent ont de la formation, de l'expérience, et c'est ça en fait qui vient compenser. Souvent, il n'y a pas forcément de diplôme. On parlait de sécurité de l'information tantôt, c'est très novateur, il n'y a pas beaucoup de diplômes pour englober ça. Comment on peut répondre, nous, les établissements, face à un marché qui a des règles différentes finalement de toute la procédure interne? Ça, c'était une question. Hein, oui, désolé. OK, c'était une question. À plusieurs volets. Donc, bon, je vais répondre aux plusieurs volets, là. Je prends l'exemple, puis on s'est croisés lorsque j'étais PDG de Suzelis. Les grandes organisations maintenant qui sont regroupées, prendre cet exemple-là, c'est 35 000 CV qui est traité par année pour à peu près 7-8 000 nouveaux emplois pour compenser ceux qui quittent, ceux qui augmentent. Donc, c'est fort important. Et comparativement à il y a, mettons, 15-20 ans, maintenant, on compose avec l'ensemble des bonnes personnes qui se présentent pour donner, mettons, du travail, une prestation. Et là, on est de plus en plus obligé de les habiliter de façon importante, s'assurer une transmission d'informations. Puis comme aussi la technologie évolue, ce n'est pas de leur faute, quand ils arrivent, on a un travail important. Parce que quand on dit pendant un bon bout de temps, 50 des infirmières quittaient au bout de 6 mois, 1 an, c'est important. Parce qu'attirer, c'est une chose, retenir, c'est encore plus compliqué. Puis retenir, c'est ensemble qu'on fait la différence. Ensemble, c'est d'abord et avant tout sur le terrain au niveau des équipes. Que les gens puissent accueillir des gens qui ne sont peut-être pas tout à fait habilités encore, qui vont apprendre, qui vont suivre le mouvement, mais on est là-dedans. Donc, dans la reconnaissance des diplômes et autres, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, mais en même temps, à nous de nous adapter. Avec des formations adaptées en milieu de travail, en formation, amélioration continue et autres. Puis on a besoin de vous, les universitaires, puis ceux qui sont dans les différents milieux d'éducation, de dire comment on peut ajuster la formule. Quand on regarde les TI, évidemment, l'impact actuellement au niveau des TI, puis je pense aussi au niveau des IMO avec l'ensemble des projets qui ont lieu, on n'arrive pas à avoir assez de monde pour faire ce qu'on a à faire. Donc, quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait une transmission, une communauté de pratique, partage l'information pour justement donner l'apprentissage rapide, profiter justement de ce qui s'est passé, de ce qu'on a appris, de nos erreurs, de nos choix, etc. Il faut me permettre ça. Donc, puis je pense que les écoles aussi doivent, évoluer. Il y a beaucoup d'adaptations, mais un cran encore plus grand. Puis quand je pense, mettons, pour terminer un peu là-dessus, une des grandes difficultés qu'ont les écoles actuellement, c'est qu'on ne donne pas assez d'endroits de stage pour former nos gens. Travail social et autres, il y a différents exemples. Donc, c'est un défi commun là-dedans, mais il est tellement important. Tellement important. Clinicienne. J'ai aussi fait un MBA ici au HEC. Et je travaille à proximité à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Donc, moi, je suis sur le terrain. Et ce que je vois, c'est qu'il manque de la prévention, surtout au niveau du diabète, parce que plus de 80 moi, de mes patients sont diabétiques. Ouais. Ils sont multicompliqués. Et ça coûte très cher, parce qu'il faut savoir qu'un patient diabétique, ça voit toutes les spécialités. Ça va en cardiologie, ils ont des pontages, font des infarctus, ils vont en néphrologie. Moi, j'ai des patients qui vont en dialyse 3 fois par semaine. Ils vont en ophtalmo, en médecine vasculaire, en physiatrie, en gastrologie. En tout cas, ils vont voir. Donc, si on regarde, ça coûte très cher, alors que c'est du diabète de type 2 généralement, et ça aurait pu être prévenu, ça aurait pu être évité, ou du moins, ça aurait pu être retardé plus tard dans la vie de l'individu. Et le problème, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes, mi-quarantaine, diabétiques de type 2, dialysés, amputés. Donc, c'est vrai qu'il y a un vieillissement de la population, donc il y a une augmentation des coûts, mais on doit offrir des services de santé pour une cohorte plus jeune. Donc, ça s'additionne. Donc, de là, mon cri du cœur,
pour la prévention, pour le diabète, les maladies chroniques, moi, j'ai vu que finalement, au niveau du diabète, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été diminuées parce qu'il y a eu des coupures. Donc, ma question ici pour savoir, surtout pour le diabète, la prévention, les habitudes de vie, est-ce que finalement, on va pouvoir faire vraiment... Parce qu'il y a des économies à faire, parce que ces gens-là consomment tous les services. Puis aussi, quand on voit des jeunes, ben, c'est des impôts qui ne sont pas payés, parce que c'est des gens qui se retrouvent en invalidité. Donc, c'est mon cri du cœur pour ça. Là, pour En tout cas, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, j'accueille votre cri du cœur, puis qu'on entend de plusieurs sources aussi de toute façon. Et Dr. Horacio Arruda, entre autres, le directeur national de santé publique, là, c'est un programme qu'on va donner encore plus, je dirais, on va élever ce programme-là. Puis c'est une priorité, entre autres, de Mme Mécan aussi, bien sûr, là-dedans. Donc, on est là-dedans parce que c'est une sphère vraiment très importante. Parce que, comme vous le dites, hein, on ne traite pas une maladie. D'abord, on soutient un individu dans sa globalité. Là, puis comment on traite les différents éléments comme tels, donner des services. Puis vous avez tout à fait raison. Marie Beauchamp, vous avez abordé les enjeux de disponibilité et de rétention de la main-d'œuvre et d'utilisation optimale de celle-ci. Où en sommes-nous au niveau des programmes de relève, de soutien, de coaching et de formation de cette main-d'œuvre et des gestionnaires? Donc, je salue Marie, une ex-collègue, qui vient de poser la question. Le programme national de développement des leaders, là, il y a à peu près 400 personnes, là, je peux me tromper d'une cinquantaine, là, parce que ce que je disais tantôt, c'est deux choses. Un, la grande réforme, OK, qui est arrivée avec un grand nombre de départs là, de gestionnaires, a amené deux événements. Un, c'est comment on prend en charge l'ensemble, dans le fond, des employés, puis s'assurer qu'ils soient bien, qu'ils soient entendus, qu'on ait aussi des réactions adaptées en fonction de leurs besoins puis de l'offre de service. Mais en même temps, ils ont dû apprendre un nouveau métier. OK? Il y a beaucoup de gestionnaires, pour une grande partie, avant, ils s'occupaient d'un CDC, maintenant, ils s'en occupent de 8. Puis il y en a qui s'occupaient d'un CHSLD, qui s'en occupent de 16 maintenant. Ça amène une autre dynamique en termes de comment nos habiletés peuvent être au profit de notre clientèle et autres. Donc, dans le programme national des leaders, on a mis de temps en temps, selon des vagues, en 94-96, il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Il y en a eu d'autres en 2004 lors de la réforme, la première réforme. Et là, maintenant, de façon encore plus importante, on n'a pas suffisamment développé nos gens. Et moi, quand je suis arrivé comme PDG du SUS de l'île Montréal, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, j'ai perdu 51 cadres là, qui partaient. Ils étaient partis, là, eux autres. Là. Ils prenaient leur année, etc. Puis 3-4 jours après, quand je suis arrivé, là, on me dit « Yvan, il y a quelque chose qui se passe dans un établissement, là, propreté, ça s'est dégradé. » Il n'y avait plus de cadre et chef de service. OK? Donc, Programme national des leaders, on a une grande cohorte, là, une cohorte qui se termine le 4 février, là, puis une nouvelle qui est là-dedans pour justement promouvoir nos gens, leur donner des conditions de travail. Puis, conditions de travail, je ne parle pas d'argent, là. Je parle de conditions de travail pour qu'ils puissent œuvrer auprès de leurs gens, les habiletés là-dedans, et aller chercher aussi des gens qui ont le goût de s'investir là-dedans avec l'ensemble des responsabilités. Pas évident. Pas évident. Fait qu'on est très actifs à ce niveau-là. Et Marie, je la remercie parce que je sais qu'elle participe aussi à ce niveau-là. Oui. Oui. Puis il y avait quelqu'un là-bas. Patrick Bellemare, je suis médecin intensiviste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Je suis aussi père d'une future médecin de famille. Puis j'ai participé, comme vous, à la migration du système avec la fusion des établissements il y a quelques années déjà. Tout le monde est solidaire, je pense, du fait que la première ligne doit être forte et doit croître. Dans la foulée du réaménagement des institutions auxquelles notre CIUS a participé, il y a beaucoup de vocations qui ont été altérées, là, entre autres de médecins qui étaient voués à la première ligne comme médecins de famille, mais qui avaient une pratique hospitalière, et puis qui ont été poussés vers une pratique exclusivement ambulatoire, alors que c'était de bons hospitalistes. J'aimerais, si possible, que vous m'aidiez à répondre quelque chose d'intelligent à ma fille qui me dit « Je souhaiterais être une hospitaliste. Je pense que je serais probablement meilleur que toi parce que je m'occuperais plus que de ta discipline. » Et il semble que le ministère souhaite autre chose pour moi. Puis pourquoi tu ne fais pas un peu mieux ta job de spécialiste? Probablement que tu décongestionnerais les urgences comme ça. Qu'est-ce que je lui réponds? Je ne répondrai pas à la deuxième question. Je vais vous laisser comme père de famille d'y répondre, là. Mais d'abord, avant tout, je pense que tout le monde doit avoir sa pleine contribution, là, puis surtout leur donner aussi un environnement qui permette justement de contribuer, etc. Là. Puis ça, c'est un grand défi. Là. Mais c'est clair qu'avec l'augmentation, démographie, vieillissement et autres, là,
On a besoin de mettre de l'accent sur la première ligne, ça c'est évident, mais il faut les faire pour la bonne chose, là. Donc, merci à votre fille de contribuer comme omni là, ou hospitaliste, là. Mais c'est vrai que dans la dernière période, avec toute la question des négociations, il y a eu comme un effritement là, important du côté de l'hospitalisation, dans la prise en charge, là, soit par les omnis, soit par les spécialistes. Là, puis je n'entrerai pas dans le détail ou dans les considérations politiques, négociations de l'ancien gouvernement et autres, là. Mais c'est une préoccupation importante. Moi, je l'entends beaucoup, entre autres, Dr. Godin et Dr. Franqueur, là, puis avec qui je transige régulièrement, mais particulièrement aussi de la ministre. OK? Beaucoup axé sur la première ligne. Avec Dr. Camon, on est plus sur la spécialisation et autres. Là. Mais là-dessus, bien, je pense qu'il faut venir contribuer, puis c'est les acteurs présents qui font la différence. Fait que moi, je dirais ça en partant. Chaud? Ah, parfait. Donc, je m'appelle Eva Villalba de la Coalition Priorité Cancer au Québec. En fait, je voulais une clarification par rapport à deux choses que vous avez mentionnées qui nous préoccupent aussi beaucoup. Un, c'était dans les priorités, vous avez mentionné que le ministère entend donner une voix plus forte aux usagers. On se réjouit, on est très content qu'on commence à entendre parler de plus en plus de ça, mais concrètement, parce que des fois, c'est juste dit, c'est mis dans la liste, mais concrètement, qu'est-ce que le ministère entend faire pour réellement donner une voix aux personnes touchés ou les usagers. Et la deuxième chose qui est un peu reliée, mais qui est aussi une préoccupation, vous avez dit vraiment en fin de votre discours qu'avec le grand rouleau des grands dossiers, des préoccupations, des tableaux de bord que vous avez, qu'on salue, mais que vous avez aussi un devoir de transmettre cette information-là au public. Et ça, c'est quelque chose qui, historiquement, a un peu manqué du ministère. On se réjouit aussi que vous êtes même conscient de ça et votre devoir, mais encore, concrètement, dans le réel, ça se traduit comment? C'est ça ma question. Là-dedans, il y a deux questions. Une qui est attribuée vraiment aux intervenants, mettons, ou aux usagers là, qui ont droit de parole, bien sûr, parce qu'on est là pour eux. Hein, on est là pour la population. Si je pense aux initiatives qui touchent aux proches aidants, aux personnes âgées, à la déficience intellectuelle, santé mentale, jeunes et adultes, il y a des éléments concrets. Hein, il y a des forums, des consultations, patients partenaires qui sont venus s'exprimer. La commission Laurent, c'est un très bel exemple là, sur les droits de la jeunesse. Là. OK? Nous, comme gouvernement, on s'est dit à plusieurs reprises, là, écoutez, là, les gens ont le droit d'aller se faire entendre. On doit se faire entendre même, je dirais, en privé, parce qu'il y a des audiences privées aussi, bien sûr, puis s'assurer donc qu'on puisse capter, que ces gens-là qui contribuent à la commission puissent capter, entendre, adapter un peu leur perception, puis nous lancer des bons messages là-dedans. Autant que nous autres, comme gouvernement, on a dit, écoutez, là, ceux qui veulent y aller, là, se faire entendre, allez-y, là. Puis il n'y aura pas de perte de salaire pour les intervenants. Puis même, on est en devoir de faciliter ce moment-là assez historique là-dedans. Quand on pense en cancérologie, bien, je pense qu'il y a eu l'événement il y a quelques années de l'aide médicale à mourir, et là, on voit un pas de plus là-dedans. Donc, on travaille avec les associations, on fait des interventions. Dernièrement, on a fait beaucoup de personnes âgées, puis là, je reçois plein de lettres comme quoi, oui, je veux être présent. Puis certains d'autres me disent, hey, on n'a pas été interpellés, puis on est présent. La réponse, c'est oui. Mais il y a un défi là, de bien capter tout ça. Là. Bon, on est là-dedans, on est dans cette phase-là. C'est ce que j'entends de mes ministres. C'est ce que j'entends aussi, entre autres, de Christian Dubé, qui a une responsabilité de rendre disponible l'information de façon plus démocratique, plus transparente au niveau des sites web et autres. Puis là-dedans, on est tenu de faire ça. C'est ce qu'il a exprimé. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le sous-ministre, pour cette magnifique présentation qui est riche en termes de réflexion et d'enjeux. Et donc, je pense que tout le monde a été interpellé par l'ensemble des dossiers et des préoccupations que le ministère met de l'avant. Avant de vous laisser partir, j'aimerais juste vous parler d'un prochain événement qui va avoir lieu lundi prochain. Cocktail réseautage avec le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, donc lundi prochain. Donc, c'est tout prochainement. Donc, c'est à 17h ici à HEC Montréal, en collaboration avec SEPSEM, donc qui sont présents ici aujourd'hui. Donc, vous êtes tous invités à venir entendre l'allocution de M. le ministre Lionel Carman. Et naturellement, l'ensemble de nos programmations, le 26 février, la perception des risques et la présence au travail des travailleurs de la santé durant une pandémie. Donc, on a la possibilité d'avoir avec nous Georges Dionne, qui est une sommité mondiale qui a étudié ce phénomène. Le 19 mars prochain, on a les CPSS, un nouvel outil pour évaluer les coûts réels de soins et les services dans les établissements de santé et services sociaux québécois, avec Catherine Gervais. Et finalement, le 26 mai, système de santé apprenant, exploration de l'écosystème québécois en oncologie,
séminaire par le docteur Sophie Marcoux. Donc, vous êtes tous les bienvenus à nous suivre en présentiel ou en web diffusion. Et en primeur, on vous annonce également que l'automne prochain, nous allons préparer une activité à grand déploiement qui sera celui de fêter le 50e anniversaire du Réseau de la santé, avec la participation de M. Claude Castonguay, Michel Clair et M. Rochon. Et donc, si jamais ça vous intéresse, on est... ça ne te rajeunit pas, Michel. Hein? Donc, ben bon, il n'y a pas eu le choix, là. Il a été ciblé. Donc, bon, à vous tous, cet automne, on va venir au courant de cet événement. Ben, ce sera un événement grandiose pour essayer de souligner cette contribution. Merci à tous. Bonne fin de journée.